Chers intervenants, chers amis de la Maison Heinrich Heine, bienvenue à cette table ronde intitulée « La qualité de l'information face aux fake news ». La date choisie pour cette manifestation, le 6 novembre, ne pourrait être plus appropriée. Elle coïncide avec les élections de mi-mandat aux États-Unis, un pays où il y a 2 ans, le monde entier découvrait le pouvoir destructeur de la manipulation de l'information opérée à partir du pays même, mais aussi à partir de l'étranger. Depuis lors, nous avons pu constater que les fake news, les fausses nouvelles, loin d'être un phénomène anecdotique, avaient été érigés un système de gouvernement par un président censé être, au terme de la Constitution américaine, le défenseur des vertus publiques et du bien commun. Cette révolution de l'information à laquelle tous les pays sont maintenant confrontés suscite de nombreuses questions que nous tenterons d'aborder ce soir. La vérité a-t-elle été remplacée par des vérités alternatives ou optionnelles, des fausses nouvelles et des images manipulées? Ceci est favorisé par le fait que le citoyen recherche de plus en plus à confirmer ce qu'il pensait déjà savoir, aidé en cela par des sites Internet partisans et parfois par des chaînes d'information en continu marquées politiquement, comme aux États-Unis, Fox News et CNN. Comment les médias modernes peuvent-ils remplir de leur fonction démocratique d'informer et de contrôler face à la circulation massive de fake news? Il est intéressant de constater que Facebook même a installé un war room pour lutter contre les interférences étrangères ou malveillantes, une évolution inédite. Pour essayer de répondre à toutes ces questions, nous avons, et bien sûr à d'autres aussi, nous avons fait appel à plusieurs spécialistes de cette thématique que je remercie d'avoir répondu à notre invitation. Madame Ingrid Brodnik, spécialiste d'Internet, auteure de l'ouvrage Lügen im Netz, Mensonges sur le net, ambassadrice digitale de l'Autriche auprès de l'Union européenne. Monsieur Patrick Evenot, universitaire, spécialiste de l'histoire des médias, président de l'Observatoire de la déontologie de l'information. Monsieur François-Bernard Hugues, directeur de recherche à l'IRIS, auteur du livre Fake News, la grande peur, paru cette année aux éditions VA Presse. D'accord. Et le débat sera animé par Madame Sabine Sifus-Arnaud, chef du service international au magazine Challenge. Je lui passe la parole. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc nous allons aborder ce thème qui m'est évidemment très cher en tant que journaliste, comment s'armer contre les fausses nouvelles, qu'on appelle les fake news. C'est un mot très nouveau pour un phénomène qui ne l'est pas du tout. Alors j'ai essayé de penser à quelques synonymes pour ouvrir le débat. Calomnie, intoxication, désinformation, bobard, pipeau, rumeur, mensonge. Bon, j'ai évidemment aggloméré beaucoup de termes qui permettront d'ouvrir le débat. Une fois n'est pas coutume, j'aurais bien aimé, avant de passer la parole à nos experts, que vous répondiez à une ou deux questions en levant la main. Je voulais savoir qui, parmi vous, lisait régulièrement un journal qu'il achetait au kiosque mensuel ou quotidien. Enfin, achète et lit, oui. Et qui s'informe sur Internet. Voilà, bon. Donc, vous qui êtes au premier rang, vous n'avez pas vu, mais toutes les mains se sont levées à la deuxième question. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut lire des journaux sur Internet. Mais, bien sûr. Mais ça montre aussi qu'il y a une évolution qui est majeure et qui explique la naissance des fake news par cette façon de lire, de s'informer qui a complètement évolué. Quand on voit qu'en France, sur nos 25 000 kiosques, je crois, il y en a plusieurs centaines qui meurent par an. En 2012, il y en a eu 1000. Que quand on prend le métro à Paris, personne ne lit le journal. À Berlin, davantage, mais alors à Paris, il n'y a plus personne. Enfin bon, c'est des changements majeurs que depuis, par exemple, que moi, je suis étudiante. Donc,
trouve vraiment que j'ai été étudiante, je trouve que vraiment le thème de ce soir est extrêmement intéressant et d'actualité. Donc pour ajouter à l'actualité qu'a mentionné Madame Deussen, aujourd'hui et demain, il y a au Parlement européen un séminaire qui est organisé par les journalistes de l'Union européenne qui s'appelle combattre la désinformation à l'âge digital. Et il paraît qu'ils ont fait le plein. Et ce matin paraissait dans la lettre d'information Politico, donc qui est une lettre d'information européenne, une exclusivité sur le prochain Eurobaromètre qui va paraître, donc qui est le sondage que la Commission européenne fait auprès de tous les Européens. Et 81% des Européens disent qu'il est essentiel de surveiller les sources d'information pour les élections européennes et qu'ils souhaitent qu'on puisse faire bien la différence entre publicité et contenu rédactionnel. Voilà, donc là, par cette introduction, je voulais vous poser un petit peu de mon point de vue de journalistique, le débat. Je vous présente rapidement nos intervenants, nos experts que Mme Deussen a déjà présentés. Donc, Monsieur Patrick Evenot, donc, est historien, a énormément expliqué la presse, vulgarisé, mis en perspective. Il a fait un travail vraiment intéressant sur l'histoire des médias. Vous avez valorisé aussi les archives des journaux, en particulier celles du Monde. Et donc, vous allez nous expliquer que le phénomène des fake news n'est absolument pas nouveau et qu'on peut y donner des réponses collectives. Donc, c'est un message positif. Même type de message positif, je dirais que M. Bernard Huynh, qui est l'auteur de ce livre Fake News, qui est aussi dont la première phrase est ce livre est la chronique d'une panique. C'est un livre vivant et qui démarre fort et qui continue. Vous êtes sociologue, vous dites que vous êtes... Ah non, médiologue. Ah ben attendez, j'allais le dire. Bon, voilà, vous avez grillé la politesse. Voilà, et vous avez un blog très dynamique et réactif qui s'appelle Peur des... aussi. Ah, mais moi, j'ai vu Peur des fakes. Ah, mais c'est là où je range les D'accord. stocks. Mais le vrai, c'est... Oui, mais moi, comme journaliste, je trouve ça intéressant parce que vous réagissez à l'actualité par ce prisme. Donc voilà, donc vous avez plusieurs sites. Et donc cette analyse de l'actualité est intéressante. On a Ingrid Bronnig qui nous arrive de Los Angeles, mais qui est autrichienne, journaliste, qui a couvert plusieurs campagnes électorales, dont celle de la France, et qui est une spécialiste non seulement des fake news, enfin des fausses nouvelles, mais aussi qui a étudié la façon dont les partis populistes de droite ou d'extrême droite les utilisent. Donc elle est l'auteure du livre que Mme Deussen avait mentionné, Mentir sur le net. Et donc elle connaît particulièrement bien le cas du FPE, donc le parti populiste de droite autrichien qui est au gouvernement depuis le mois de janvier, l'AfD allemande qui est au Bundestag depuis les dernières élections, et elle connaît aussi le Front National. Donc elle nous donnera sa vision de journaliste qui connaît très bien ces problématiques-là. Avant de donner la parole à Monsieur Evenot, peut-être une dernière touche allemande, je dirais. En 2016, le mot postfaktisch, donc post-vérité, a été élu mot de l'année en Allemagne. Bon, ce qui n'était pas très étonnant après Trump et le Brexit. Monsieur Evenot, je vous donne la parole. Donc vous nous présentez en 10 minutes la problématique. Oui, alors je vais essayer de faire rapide. Alors, on dit maintenant infox en français, j'ai horreur de ce mot-là, parce que ça veut dire qu'il y a de l'information, alors que bien souvent, ce sont des inventions ou bien des informations détournées. Il faut bien voir que le phénomène des fake news est un phénomène extrêmement complexe, mais je vais y revenir. Il est d'abord très ancien. Dans l'art de la guerre, Sun Tzu parle déjà de la tromperie, etc., qui est un des ressorts de la guerre. Machiavel dit que le prince doit savoir simuler et dissimuler, bon, etc. Puisqu'on est en France-Allemagne, si je puis dire, une des plus belles fake news de l'histoire, c'est la dépêche d'Ems, qui a déclenché la guerre de 1870 et par voie de conséquence les deux guerres mondiales. La dépêche d'Ems, qui est une dépêche qui est trafiquée par Bismarck
reprise, c'était d'abord une dépêche qui n'était pas trafiquée, qui a été ensuite trafiquée par Bismarck et reprise par la presse allemande et par la presse française qui l'a traduite évidemment, et qui a poussé à la montée des périls et etc. entre la France et l'Allemagne, et les députés ont voté, etc., etc. Bon, et on est abouti à la guerre de 70. C'est une des causes du fait que la loi de 1881 sur la liberté de la presse en France inscrit à son article 21 la lutte contre les fausses nouvelles. Puisque c'était, vous voyez, c'est donc, là c'est un homme politique, Bismarck, qui travestit les paroles de son empereur, Guillaume Ier, pour en faire un bout de feu. Et c'est repris par une agence de presse, Wolf, puis par les journaux allemands, puis par les journaux français, puis par les députés, puis par l'empereur, et tout le monde se déclare la guerre, et on va tous baïonnette au canon. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est très, très ancien, et c'était pourtant à l'époque où la presse était déjà très développée. C'est un phénomène ancien qui est, bien sûr, ça on va le dire, est amplifié par les réseaux sociaux. Twitter, Facebook and company, amplifie le système. Parce que pendant très longtemps, une partie de ces informations manipulées, controuvées, etc., elles restaient dans des cadres soit professionnels, à l'usine, au bureau, soit au café du commerce, et puis c'était de même que les discours de haine ou des choses comme ça. Et là, évidemment, Twitter ou Facebook, qui sont le café du commerce nouveau, répandent tout ça. C'est un phénomène donc ancien qui est amplifié par le système électronique actuel. C'est un phénomène complexe parce que comme on est abreuvé d'informations en permanence, sans arrêt, on nous défile toute une série de choses. On n'est plus au temps des hommes et des femmes qui lisaient leur journal tranquillement pendant une heure ou deux, et puis après ça se faisait une opinion. On est abreuvé d'informations par la presse, par l'internet, par la télévision, par la radio, sans arrêt. Et donc on ne fait plus le travail nécessaire on ne se dit pas d'où vient le message et à quoi sert-il. Alors quand on est dans un système de journalisme professionnel, le journaliste c'est le tiers de confiance, c'est le contrat de confiance, comme dirait Darty. C'est très important. Vous avez votre journal ou votre site internet, ça peut être un site internet ou une télé ou etc. Vous avez en qui vous avez confiance, parce que ça reflète, et c'est ça qui est important, ça reflète à la fois des faits que vous croyez et en même temps ça reflète votre sensibilité, votre opinion. Les bulles informationnelles, comme on les dit actuellement, on dit oui, les gens ils vivent avec Facebook, on leur envoie sans arrêt des choses qui leur plaisent, etc. Croyez-vous que les ouvriers de Renault qui avaient pour seule lecture l'humanité dans les années 50 et qui croyaient dur comme fer que Staline était le père des peuples et que l'étendard du progrès dans le monde, croyez-vous qu'ils ne vivaient pas aussi dans une bulle? C'est la même chose. On pourrait prendre d'autres, les pieds noirs français en Algérie dans les années 50 et début des années 60 qui ne lisaient que les journaux favorables à la colonisation et qui vivaient dans leur bulle, qui croyaient que l'Algérie resterait française éternellement, ou qui l'espéraient. Donc vous voyez, c'était aussi une bulle. Les bulles, alors c'est vrai qu'elles sont tout à fait différentes, elles sont plus modernes, etc. Et dans ces bulles, on mélange un peu tout, parce qu'il y a dans ce qu'on a regroupé sur le terme de fake news, il y a des sites parodiques, authentiquement parodiques. Si vous connaissez le Gorafi, par exemple, en France, c'est un site très drôle et qui fait vraiment de la parodie. Mais il y a des gens qui prennent cette parodie au premier niveau. Vous pouvez nous expliquer le nom de Gorafi ? Gorafi, c'est le Figaro à l'envers.
c'est le mélange Gorafi. Bon, voilà. Et ils font des informations qui apparemment sont très sérieuses, bon voilà, mais qui sont évidemment, quand vous les lisez, elles sont extrêmement drôles. Le problème, c'est que à partir, ça, des sites parodiques, bon, des journaux satiriques, etc. On en connaît depuis longtemps. Le problème, c'est qu'il y a des autres sites parodiques qui se prétendent parodiques, mais qui développent un message idéologique. Nordpresse.be, qui est un site surtout destiné aux francophones, bon, mais c'est un site belge, mais qui est beaucoup lu aussi sur les réseaux en France, est un site qui est très proche des idées d'extrême droite. Donc il fait de la parodie, mais de la parodie, vous voyez, très orientée, contrairement au Gorafi qui fait, bon, voilà. Il y a la parodie orientée, puis après ça, il y a la manipulation de l'information. Manipulation par beaucoup d'officines privées ou publiques, voire par des gens tout seuls, ou par des gens qui croient à un certain nombre de choses, qui dévoilent, bon. C'est ce qu'on appelle la démocratie des crédules. Hein. C'est Gérald Bronner qui a fait un livre là-dessus, qui doit être sociologue aussi, la démocratie des crédules, mais peut-être que on va en parler tout à l'heure. C'est l'idée que ce qui nous fait plaisir, on l'accepte bien plus facilement que ce qui nous crée du déplaisir. Et donc, si ça va dans nos opinions, on l'accepte bien plus facilement. Bon, bref, je vous décris un peu un paysage apocalyptique. Bon, il y a des manipulations qui viennent. Alors, il y a eu des manipulations soit de la part des Russes, les fameux trolls russes, les armées de trolls russes, qui mais quand on remonte, il y a des chercheurs qui remontent les tweets tout en haut, Oxbuster ou bien Nicolas Van Der Beest qui font ça. On s'aperçoit que souvent c'est une petite manipulation d'un groupe, voilà, et que ça descend en cascade un peu partout. Le problème, évidemment, c'est qu'on est dans un système démocratique, hein, là je parle de nos pays, l'Allemagne, la France et la plupart des pays européens, enfin les pays européens, nous sommes dans des démocraties. Et donc, dans une démocratie, il y a deux libertés fondamentales. D'une part, la liberté d'expression individuelle. J'ai le droit de dire ce que je veux, sauf à injurier, diffamer, etc. Ou à faire preuve de racisme outrancier, etc. Mais j'ai le droit d'affirmer que la Terre est plate. Si ça me fait plaisir, et si ça fait plaisir à des gens d'entendre que la Terre est plate, j'ai le droit de le dire. Il n'y a pas de vérité officielle sur le fait que la Terre est ronde. Personnellement, je crois qu'elle est ronde, mais bon. Mais j'ai le droit de dire que elle est plate. C'est la liberté d'expression individuelle. Et puis en même temps, il y a le droit du public à être informé. Et c'est là où interviennent les journalistes, où interviennent les médias professionnels. La seule justification de l'existence sociale du journalisme, c'est le fait que le public, dans une démocratie, comme disait le rapporteur de la loi de 1881 sur la liberté de la presse en France, il faut que le citoyen sache en son âme et conscience pourquoi il vote et comment il vote. Et ça, seule la presse à bon marché, disait-il, peut apporter dans la moindre chaumière les connaissances qui vont permettre de juger ce qui est bon ou pas bon. Et on peut avoir des opinions, mais il y a... Voilà. Donc, le droit du public à être informé, c'est fondamental. Et c'est ça qu'il faut protéger, parce qu'il faut qu'il soit informé de façon, disons, dans les règles de l'art, dans les règles professionnelles. Vous savez, quand un architecte bâtit une maison, il doit avoir un certain nombre de règles, bon, et notamment de bâtir des fondations qui soient solides pour que ça supporte la superstructure, etc. Et si il ne le fait pas, il peut être passible de poursuites. Eh bien, c'est la même chose pour les journalistes. Les journalistes ne sont pas, bien qu'ils soient des personnes très importantes dans le système démocratique, ils sont pas en dehors de toutes les lois, ils sont en dehors de rien, ils sont dans la société, et ils doivent aussi respecter un certain nombre de règles de l'art. Vérifier leurs sources, croiser leurs sources, ne pas copier, ne pas plagier, ne pas inventer, etc. Respecter la vie privée des personnes privées, mais beaucoup moins la vie privée des personnes publiques, parce que cela, il y a intérêt pour le public à en connaître. Enfin, toute une série de choses comme ça. Ne pas avoir de conflit d'intérêt, c'est-à-dire ne pas être juge et partie toute une série de règles professionnelles qui sont importantes et qui permettent de différencier ce qu'est l'information
Ce qui n'empêche pas la liberté éditoriale. On peut très bien comprendre que à La Croix et à Charlie Hebdo, on ne parle pas de la même façon du pape. Parce que La Croix s'affirme comme un journal catholique, et donc qui a un certain respect pour le pape, alors que Charlie Hebdo s'affirme comme un journal anticlérical, et donc qui a un profond irrespect pour le pape. L'important, c'est de ne pas dire des mensonges. C'est ça la différence. Hein. Bon, c'est pas de dire que le pape est pédophile s'il l'est pas, s'il l'est, il faut le dire aussi. Enfin bon, voilà, il y a toute une série de choses comme ça qui sont importantes. La ligne éditoriale, elle est complètement libre, elle reste complètement libre. Les choix éditoriaux, on peut très bien comprendre que un journal ou une chaîne de télévision choisissent quelque chose à traiter plutôt que tel autre. Si le public n'est pas content, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de trahison. Il y a simplement le fait que si France 2 parle pendant une demi-heure de la météo parce qu'il a neigé ou parce qu'il a plu, si vous n'êtes pas content qu'on vous parle pendant une demi-heure de la météo, vous pouvez aller voir Arte, qui est une excellente chaîne et qui vous parlera beaucoup moins de la météo. Mais bon, il n'y a pas de trahison dans le choix éditorial. Vous voyez bien la différence entre le fait que... Bon. Alors, que faut-il faire ? Voilà, 2 secondes. Alors, du coup, vous avez presque utilisé, Ouais, j'ai fini. 10 minutes, mais ça n'empêchera pas de revenir dessus. Bon. Enfin, vous nous avez fait une excellente analyse de l'information et fake news, mais est-ce que vous voulez nous proposer 2-3 solutions ou on reviendra au cours du... Comme vous voulez, parce que peut-être qu'on peut laisser le suspense. Voilà, très bien. Donc, je vous passe la parole. Il y a 2 mots que vous avez, entre autres, utilisés dans votre livre que je trouvais intéressant, c'était forgerie. Oui. Et un concept que je ne connaissais pas, Sharp Power. Donc je vous lance comme ça. Donc, est-ce que vous pouvez commencer aussi à amorcer les solutions qu'on peut trouver pour lutter contre les fake news ? Oui, alors d'abord, les mots sont ici extraordinairement importants. On a eu en France un grand embarras pour traduire ce terme de fake news qui est devenu mot de l'année du Oxford Dictionary en 2016. L'année 2017, c'était post-truth, comme par hasard. Et on a trouvé ce néologisme assez gros texte de infox, mélange d'infos et d'intoxication, alors que l'intoxication, c'est une technique de service secret très particulière. Alors, donc effectivement, on a eu une surabondance de mots, j'en ai dénombré 50. Hein. Alors, lesquels m'avez-vous dit, pardon forgerie. Non, au contraire. Moi, c'est ma nostalgie, personnellement. J'aurais adoré qu'on reprenne ce vieux mot français de forgerie, qui est parfaitement d'ailleurs dans l'idée de la loi de 1881, puisque pour qu'il y ait forgerie, il faut que l'on ait forgé, donc fabriqué, un faux document du genre une photographie truquée ou une déclaration imaginaire de quelqu'un. Quant à Sharp Power, c'est un terme je ne sais pas si c'est facile à traduire en allemand. Forgerie. Je ne me suis pas posé la question. Je suis navrée. C'est fabrication du faux, quoi. Alors, si on voulait être d'ailleurs tout à fait exact, le mot américain fake news, à l'origine, est un mot d'argot qui désigne non pas une information qui reflète mal la vérité. Par exemple, si je dis qu'il y a un soleil éclatant, je mens, d'accord, nous sommes la nuit, mais ça, c'est un objet qui a été fabriqué pour ressembler à un vrai, comme un bijou qui n'est pas en or et auquel on a donné l'aspect de l'or. Alors, tous ces mots, c'est extrêmement compliqué. J'en ai dénombré 50. Sharp Power, c'est le mot qui est très employé par les think tanks conservateurs. D'ailleurs, beaucoup de ces termes viennent de think tanks conservateurs pour désigner l'équivalent chinois et russe du soft power. Alors, le soft power américain, c'est la séduction, l'attractivité, Hollywood et Harvard, Microsoft et McDonald's, enfin tout ce qui plaît dans l'Amérique. Et quand ça vient de la Russie et de la Chine, on appelle ça le sharp power, le pouvoir pointu qui fait mal. Voilà. Alors, on voit bien, toutes ces notions sont extraordinairement complexes parce qu'on est toujours entre je dirais presque 4 pôles. Il y a l'idée que vous avez exprimée du stratagème, de la ruse, c'est-à-dire je crée des apparences pour tromper mon adversaire ou pour déstabiliser le camp adverse. C'était le principe de la disinformatia soviétique, par exemple. Mais ça peut être aussi, il y a aussi l'idée de la rumeur, c'est-à-dire que chacun participe à raconter une histoire qui l'accrédite.
je connais bien quelqu'un qui connaît bien quelqu'un qui, et qui peut n'avoir absolument aucun rapport avec la réalité. D'ailleurs, mon livre s'appelle La Grande Peur, parce qu'au moment de la Révolution française, il y a eu une rumeur terrifiante disant que les aristocrates, alliés à je ne sais pas qui, massacraient les paysans, et qu'il fallait aller brûler leur château, et c'était une pure rumeur. Et puis on voit que cette idée nous pousse aussi de temps en temps vers l'idéologique. Hein. Toutes les fake news, on les attribue aux illibéraux. Je pourrais vous démontrer qu'il y en a beaucoup d'autres dans d'autres sens. Et beaucoup de fake news libérales aussi. Et puis enfin, il y a une autre notion qui est intéressante, qui est devenue très à la mode, c'est la notion de post-vérité, c'est-à-dire ça serait une certaine indifférence de la population à la vérité, à la science, à la vérification factuelle. Le fait, par exemple, que beaucoup de gens aient envie de croire que la Terre est plate et que, après tout, des siècles de science le démontrant depuis bien avant Galilée, d'ailleurs, depuis les Grecs, n'aurait aucune importance. Donc, on voit, on a quelque chose qui se produit en ce moment, qui est au carrefour de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'actuel ? Ben, bien sûr, ça existe depuis toujours. Je veux dire, Popper disait que l'homme est un singe menteur. La Bible, ça commence par une histoire de fake news sur les pommes. On a fait des guerres pour des fake news, y compris les 2 guerres du Golfe, etc. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est que la capacité de dire le faux s'est démocratisée. Autrefois, je veux dire, si vous vouliez vous faire élire, je sais pas, je pense à Citizen Kane d'Orson Welles, s'il veut se faire élire, il faut qu'il achète un immeuble avec des rotatives et des journalistes. Nous pouvons tous inventer une histoire et la mettre en ligne, et potentiellement des milliards de gens peuvent la recevoir et la croire. Donc il y a une démocratisation du faux, de la capacité de dire le faux, et il y a en même temps elle change de forme. C'est pas seulement le mensonge. Je dis qu'il y a du soleil alors qu'il y a la nuit. On peut, par exemple, créer de fausses identités, de faux mouvements d'opinion, ou faire attribuer ces opinions au camp adverse. Par exemple, Twitter a récemment mené une opération de censure pour retirer toutes sortes de camps qui essayaient d'inciter à l'abstention dans les élections américaines et qui se présentaient comme venant du camp démocrate. Donc on a un phénomène qui est formidable dans son amplitude et dans les paniques qu'il provoque. Alors la panique qu'il provoque, elle va tout de suite trouver 3 coupables. Le coupable numéro 1, c'est évidemment le complot russe, ou dans une moindre mesure le complot chinois. C'est le monde attribuant les résultats de l'élection de Trump, du Brexit, des élections italiennes et du référendum catalan à des trolls russes, quelque part à Saint-Pétersbourg. Le deuxième coupable qu'on va désigner très souvent, ce serait... sinon les populistes, du moins le peuple ou la populace, ou en tout cas les mentalités populaires. Il y a eu toutes sortes de livres, notamment aux États-Unis, mettant en cause le fait que la population, au fond, se choisirait une vérité qui correspond à ses préjugés idéologiques, à ses goûts, et finalement serait complètement indifférente à ce que disent les autorités, les scientifiques, à la preuve par les faits. Au fond, on se compose une vérité à sa guise. Et le troisième coupable qui est désigné, ce sont les réseaux sociaux, parce que tout se passe par là. C'est très intéressant d'ailleurs parce qu'il y a eu un 180 degrés, théorique, depuis le printemps arabe, où tout le monde célébrait les réseaux sociaux en disant tout le monde va pouvoir dire la vérité, donc renverser les tyrannies. Aujourd'hui, on est rentré dans une phase de méfiance ou de dénonciation des réseaux sociaux comme l'écosystème des russo-populistos, machin. Donc, bon, deux idées les solutions, on peut essayer d'en voir. Première remarque que je voudrais faire, l'efficacité rhétorique des fake news est très faible individuellement. J'ai bien dit individuellement. Une fausse nouvelle a très peu de chances de survivre très longtemps ou de ne pas être dénoncée. Pourquoi ?
D'abord parce qu'elle est confrontée à des millions de, entre guillemets, vraies nouvelles, à un volume de nouvelles accréditées, vérifiées important. Elle est repérée très vite. Parce qu'il y a 150 ONG qui passent leur journée à chercher les fake news et des tas de journaux. Elle est d'ailleurs souvent très vite retirée et les fausses nouvelles partent dans tous les sens. Alors, le changement, si vous voulez, c'est que d'une certaine façon, cette floraison de fausses nouvelles, j'ai plusieurs exemples d'aujourd'hui pour ceux que ça amuse, on en trouve sur Google en 3 minutes, c'est très facile. Cette floraison de fausses nouvelles fait que, en quelque sorte, il y a eu un effet d'anarchie. Je m'explique. Quand on a voulu, je sais pas, quand il y a eu le renversement des Ceausescu en Roumanie, on a fait une fake news importante qui était qu'il y avait des 2315 cadavres torturés à Timisoara. Ces cadavres, on avait été les prendre à la morgue pour les mettre devant la télé. Je veux dire, ça fait des gens pour transporter les cadavres et les télés, etc. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire l'équivalent sur Internet, mais tout le monde peut le faire. On pourrait également, de la même façon, démontrer la façon dont la Seconde Guerre du Golfe a été déclenchée sur des fake news totales, les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Mais là encore, ça demandait des services d'État ou des agences spécialisées. Donc il y a eu une formidable explosion des fausses nouvelles, mais qui, d'une certaine façon, s'annihilent et en tout cas sont très rapidement repérés par le fact-checking. Entre parenthèses, j'ai créé un site de fact-checking en 2004, donc la chose n'est pas nouvelle. Alors, les solutions, on va discuter des solutions, mais en tout cas, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir comment la prolifération des fausses nouvelles ou des nouvelles non vérifiées ou idéologiquement orientées a eu des effets de pouvoir importants. L'effet numéro 1, c'est que l'État s'en occupe. En ce moment, aujourd'hui, le Sénat français, et je le félicite pour ça, a retoqué une loi, dite loi Macron, visant à faire retirer en période électorale les nouvelles fausses et douceuses. Si vous le voulez, j'expliquerai pourquoi je suis absolument opposé à cette loi et pourquoi j'ai milité contre elle. Donc on a un pouvoir d'État. Alors il y a d'autres pays où c'est plus dur. Indonésie, fausses nouvelles, 6 ans de prison, hein, c'est plus rude. Le deuxième pouvoir, et ça me paraît très très important, que la peur des fake news a suscité, c'est un pouvoir des GAFA. Google, Amazon, Facebook, etc., qui est absolument monstrueux. Accusé, à mon avis à tort, en grande partie d'avoir fait élire Trump en 2016, c'est quand même le gros dossier qu'on leur apporte, on a vu comment Google, Twitter, etc., ont créé toutes sortes de dispositifs, des algorithmes, des vérificateurs humains, pour retirer les faux comptes, pour vérifier les nouvelles, renvoyer, les faire descendre dans les moteurs de recherche, les enfouir dans l'obscurité. Et, Facebook a créé une war room pour les midterms, qui est en train de travailler en ce moment. Tout ça, c'est merveilleux, tous ces gens qui sont soucieux de la vertu et de la vérité. Mais nous n'avons pas voté pour eux. Et j'ai une petite inquiétude démocratique dans le fait que ça soit M. Zuckerberg, M. Brin et Page qui soient chargés de décider quelle sorte de vérité vont atteindre nos cerveaux. Voilà. Alors, donc, je suis un petit peu un sceptique sur les méthodes, qu'elles soient d'État ou les méthodes des GAFA. Par ailleurs, qu'il y ait des dispositifs de fact-checking, je vous ai dit, il y a 150 ONG qui en font, tous les médias en ont. Bravo si ça reste du fact-checking. Est-ce que vous voulez bien qu'on aborde peut-être dans un deuxième temps les solutions que les uns et les autres auxquelles vous avez pensé ou que vous utilisez que vous avez impulsé? So. Zuerst Verzeihung, dass ich nicht gut genug Französisch spreche, um meinen Input in Ihrer Muttersprache abzuhalten. Ich bin Journalistin und ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit der Desinformation und der Irreführung im Internet speziell. Und was mich immer wieder fasziniert ist, wie sehr Unsinn,
Halbwahrheiten, irreführende Meldungen, wie die erfolgreich sind auf sozialen Medien, wie speziell online Falsches eine große Reichweite erzielt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus dem deutschen Sprachraum, damit Sie einen konkreten Artikel sehen. Das ist ein Text einer rechten Webseite, ein rechtes Medium namens Wochenblick aus Österreich. Und der Titel lautet: Merkel hofft auf 12 Millionen Einwanderer. Zitat. Also hier wird behauptet, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel würde darauf hoffen, dass es 12 Millionen Einwanderer in Deutschland gäbe. Und im Text heißt es auch noch, ein geheimes Strategiepapier der Regierung sei aufgetaucht. Es wird so ein bisschen ein Angstszenario geschürt. Machen wir es kurz. Stimmt das? Nein, das ist Unsinn. Das ist einfach Unsinn. Eine irreführende Meldung beginnt schon damit, dass Angela Merkel nie gesagt hat, dass sie hofft, dass 12 Millionen Migranten kommen. Das wurde ihr einfach in den Mund gelegt. Und auch dieses geheime Strategiepapier gibt es nicht. Es gibt eine offizielle Prognose der deutschen Bundesregierung über die Zuwanderung. Und da kommt heraus, in einem hohen Szenario kommen 300.000 Migranten im Jahr nach Deutschland. Das ist ein hohes Szenario. Ja, wenn Sie das bis zum Jahr 2060 hochrechnen, kommen Sie auf 12 Millionen. Also es ist ziemlicher Unsinn. Warum bringe ich Ihnen dieses Beispiel? Weil es dazu eine Geschichte gibt. Diese Meldung wurde vergangenes Jahr massiv auf Facebook verbreitet. Ich habe gerade mein neues Buch geschrieben, als das online ging, und das wurde rasant mehr und mehr von Menschen geliked, geteilt. Und es hat bisher, stellen Sie sich vor, 55.000 Likes, Kommentare und Shares auf Facebook geerntet. Das ist somit eine extrem erfolgreiche Meldung aus dem deutschen Sprachraum. Das ist eine der erfolgreichsten Artikel über Angela Merkel, erfolgreicher als viele Geschichten des Spiegel, der Welt, des Fokus, der Zeit etc. Das war auf Facebook extrem sichtbar. Und ich habe damals eine Frau gefunden, die diese Meldung auf Facebook gelesen und geglaubt hat und dann wütend über Angela Merkel gepostet hat. Das war eine 55-jährige Frau aus Bayern und sie war so freundlich, mir ein Interview zu geben. Ich als Journalistin habe mir gedacht, wenn jemand draufkommt, dass er etwas geglaubt hat, das nicht stimmt, und ich konfrontiere die Person damit, ich kläre sie auf, dass sie dann besorgt ist oder dass sie ihr Informationsverhalten verändert. Ich kann Ihnen sagen, das war nicht so der Fall. Es war ganz interessant. Ich habe die Frau konkret gefragt, ob sie das ärgert, dass sie dem geglaubt hat. Und ich zeige Ihnen das Zitat. Es ist leider auf Deutsch, das ist aus meinem Buch. Ich lese es Ihnen vor. Ärgern tut es mich nicht, weil ich der Meinung bin, es kann passieren. Auch wenn es jetzt momentan nicht gestimmt hat, ist es doch eine Meldung, die passieren kann. Wenn nicht heute oder morgen, dann in einem halben Jahr. Um das vielleicht ein bisschen einzuordnen, ich weiß nicht, wie das in Frankreich ist, aber im deutschsprachigen Raum ist es oft so, da gibt es oft Falschmeldungen, und wenn die korrigiert werden, also wenn ein Faktencheck dazu kommt, dann postet häufig eine Person darunter, aber es hätte auch wahr sein können. Und das ist eigentlich eine Variation von es hätte auch wahr sein können. Hier wird argumentiert, es könnte eines Tages noch wahr werden. Und es ist wahnsinnig schwierig, so zu diskutieren, weil nach diesem Muster könnte jeder alles Mögliche erfinden, weil wer kann belegen, dass das in Zukunft nicht eintritt? Also es ist eine sehr schwierige Argumentationsweise. Und Sie sehen hier auch Folgendes. Die Frau hat die falsche Behauptung über Angela Merkel geglaubt. Warum? Weil sie Angela Merkel ablehnt, weil sie ihre Flüchtlingspolitik ganz, ganz furchtbar findet und weil diese Meldung sie in ihrem Feindbild bestätigt hat. Das ist einer der wichtigsten Gründe, warum Falschmeldungen so gut funktionieren, ist, weil sie Feindbildern entsprechen. Es gibt sogar einen Fachbegriff dafür, das nennt man zielgerichtetes politisches Denken, nämlich, dass wir Menschen eher
eine Information im politischen Sinne glauben, wenn sie unserem Weltbild entspricht. Gerade bei heiß umkämpften politischen Themen, je wichtiger einem das ist man anfällig für Falschmeldungen. Und ich mache es jetzt kurz. Ich mag Ihnen 3 Sachen noch ganz kurz ansprechen. Erstens, warum ist gerade die Lüge oder die Halbwahrheit online so erfolgreich? Dann so ein kleines Beispiel dazu aus dem deutschsprachigen Raum, welche Relevanz Falschmeldungen haben, und dann noch ganz zum Schluss ein Schluss daraus. Aber ich versuche es kurz zu machen. Erstens, warum funktionieren solche Falschmeldungen wie jene über Angela Merkel? Ich glaube, der wichtigste Faktor ist Emotion. Wenn Sie das damals verfolgt haben, wenn Sie das verfolgen, wie Menschen darauf reagieren, die werden wütend, die regen sich auf. Und Wut ist ein Grund, warum Falschmeldung so gut funktioniert, denn Wut ist eine aktivierende Emotion. Das wissen Politologen schon lange, schon vor dem Internet. Zum Beispiel gehen wütende Wähler eher zur Wahl. Wütende Menschen bringen sich eher politisch auch ein. Und wütende Internetnutzer, die klicken mehr. Dazu eine ganz kurze Auswertung der New York Times. Da haben Forscher mal untersucht, welche Artikel der New York Times am häufigsten per E-Mail weitergeleitet werden, also was viral wird, was 1000-fach weitergeleitet wird. Und sie haben geschaut, welche Emotionen die Artikel bedienen. Das ist die Studie. Ganz kurz Erklärung. Das ist erfreutes Staunen. Und auch positive Gefühle schnitten extrem gut ab. Also Positives hatte eine extrem gute Wirkung. Aber schauen Sie genau oben, Sie sehen auch Anger, Wut, hatte eine ebenfalls extrem gute Wirkung. Ein Artikel in der New York Times, der Menschen wütend machte, hatte um 1/3 eine höhere Chance, viral zu werden, also massiv herumgereicht zu werden. Und das ist die New York Times, ein totales Qualitätsmedium. Das heißt, Wut bringt Erfolg im Internet. Und leider ist gerade die Falschmeldung prädestiniert dafür, Wut auszulösen, weil die Falschmeldung muss sich nicht mit so etwas Nervigen wie der Realität befassen. Die kann immer gut Wut schüren. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann sehen Sie Folgendes. Gerade Falschmeldungen erzielen oft sehr viele Likes, Kommentare, Shares auf Facebook. Ich weiß nicht, ob Sie Facebook nutzen, aber falls Sie es nutzen, dann sehen Sie dort Meldungen in Ihrem Feed. Aber Sie sehen nicht alles, was Ihre Freunde und Bekannten posten. Sie sehen nur einen Bruchteil. Die Software, ein Algorithmus wählt aus, was Ihnen eingeblendet wird. Und ein ganz wichtiger Faktor ist die Zahl der Likes und Kommentare. Das heißt, ein Post, der ganz viele Likes und Kommentare bekommt, wird mehr Menschen eingeblendet. Und das führt zur Sorge, dass gerade Falschmeldungen auch von der Software profitieren, weil sie Menschen auf die Palme bringen, weil sie Menschen wütend machen, zum Klicken bringen. Und dann kommt die Software und sagt, all diese Signale, das ist ein Zeichen, dass es wichtig ist. Also es gibt diese Sorge, dass die Software auch noch emotionalisierende Inhalte begünstigt, und Falschmeldungen sind eine Kategorie von emotionalisierenden Inhalten. Und dann noch ganz kurz zum Schluss. Das ist aber ein Problem für Wahlen, und ich glaube, Ihnen in Frankreich muss ich Ihnen da nicht so viel erzählen, was es für horrende Behauptungen im Wahlkampf gibt. In Österreich, ich komme aus Österreich, ist es auch nicht ohne, ist auch nicht wenig. Ich beschäftige mich großteils mit dem deutschen Sprachraum, also mit Deutschland und Österreich speziell. In Deutschland gibt es sehr viele Falschmeldungen über Angela Merkel als Regierungschefin. In Österreich hatten wir einzelne Wahlkämpfe, die wirklich schlimm waren. Und vielleicht haben Sie es am Rande verfolgt. Im Jahr 2016 hat Österreich gefühlt hunderte Male gewählt, also genau genommen waren es 3 Mal. Wir mussten ja eine Wahl wiederholen, weil es diese Idee gab, dass vielleicht eine Manipulation oder das vielleicht nicht in Ordnung abgelaufen ist. Am Ende hat der liberale Kandidat gesiegt, aber in den Monaten davor gab es immens viele Gerüchte, gerade auch über den liberalen Kandidaten. Und ich zeige Ihnen das häufigste Gerücht. Es war folgendes. Das ist Alexander Van der Bellen, unser Präsident. Und da heißt es, Österreich, Demenzgerüchte um Van der Bellen. Das ist einfach ein substanzloser Text, wo ein anonymes Dokument hochgeladen wurde, das behauptet, Alexander Van der Bellen sei todkrank und müsse unter Sachwalterschaft gestellt werden, mitten im Wahlkampf. Und das hat eine Wirkung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel und dann komme ich schon zum Schluss. Das ist massiv kursiert, und nicht nur Gegner, also Menschen, die Alexander Van der Bellen ablehnen, haben das gelesen und geglaubt. Das haben auch viele Fans oder
Unterstützer von Alexander Van der Bellen gesehen. Alexander Van der Bellen ist ja der frühere Grünen-Chef. Und bei einem Wahlkampfstand von ihm hat mir eine Mitarbeiterin der Partei erzählt, die dort stand, die dort Flyer verteilt hat. Die hat mir erzählt, eine Frau kam ganz besorgt zu diesem Wahlkampfstand und hat sie gefragt, wie schlecht geht es Alexander Van der Bellen? Also die hat diese Meldung auch gelesen gehabt und hat gedacht, ihr Kandidat ist krank. Das heißt, solche Meldungen haben schon eine Wirkung. Und das heißt nicht, dass sie wahlentscheidend sind, aber sie machen Wahlen nicht einfacher. Sie machen Wahlen schwieriger, dreckiger. Und ich führe mich jetzt schon zum Ende. Was kann man daraus lernen? Es gibt kein Wundermittel. Das wäre leider zu einfach. Aber eines, was man für sich selbst mitnehmen kann, ist, auf die Emotion zu achten. Wenn man merkt, eine Meldung online, die regt einen richtig auf, das möchte man sofort erzählen, dann sollte man schon vorsichtig werden, weil die Chance hoch ist, dass man gerade manipuliert wird. Ich gebe Ihnen da noch ein Beispiel. Das war letztes Jahr eine Meldung. Im Internet hieß es auf einmal, Van der Bellen tritt zurück, 3 Rufzeichen. Und ich meine, eigentlich, wenn etwas 3 Rufzeichen hat, sollte sie schon sich überlegen, dass es wahrscheinlich nicht das seriöseste auf der Welt ist. Aber das ist massiv herumgereicht worden, war ein paar Tage lang sehr sichtbar. Das war die gesamte Meldung. Das Problem ist, dass Menschen eben durch zielgerichtetes, politisches, motiviertes Denken nicht überlegen, ob es stimmt und sich sehr stark von der Emotion leiten lassen. Auf dieser Seite, wo das verbreitet worden ist, wenn man nach unten scrollt, gibt es einen Hinweis dieser Seite, da steht, diese Seite ist eine Seite zur Unterhaltung. Die falschen Witze werden von unseren Usern erstellt. Ganz einfach gesagt, auf der Seite gibt es sogar einen Warnhinweis, dass alles erfunden ist. Das heißt, manchmal reicht es auch schon, sich nicht blind in Wut versetzen zu lassen, sondern nach unten zu scrollen und zu schauen, stimmt die Meldung wirklich? Weil manche Seiten, die sind so offensichtliche Fälschungen, dass wenn ich mir eine halbe Minute Zeit nehme, werde ich das durchschauen. Merci beaucoup. Donc maintenant que vous avez analysé chacun à votre manière et avec des exemples différents, donc ce qui rend vraiment cette table ronde très intéressante, le phénomène, est-ce que vous pouvez nous expliquer les uns et les autres comment on peut lutter contre les fake news? On va commencer par vous, Monsieur Evenot. Est-ce que vous pouvez nous parler des décodeurs? Est-ce que vous pouvez nous parler du Conseil de la presse qui n'existe pas en France, mais qui existe dans 21 pays de l'Union européenne? Et je vous pose la question d'autant plus inquiète que j'ai découvert cette semaine, en préparant la table ronde, que l'AfD, donc le parti qu'on appelle pudiquement de populiste de droite, mais enfin qui est plutôt d'extrême droite en Allemagne, a une télé d'information avec des nouvelles, enfin une sorte de magazine hebdomadaire qui s'appelle Compact TV. Et il faut regarder un long moment, parce que c'est extrêmement bien fait, avant de voir que les choses sont orientées, mais très subtilement. Bon, après, sur la longueur, on arrive à décrypter, mais moi, je me suis laissée prendre au départ, parce que c'était très enquêté et très orienté avec finesse, et je me dis, c'est drôlement dangereux. Donc, que faire? Comment faire? Donnez-nous des conseils pour nous journalistes, et puis pour le grand public aussi. Il y a plusieurs dimensions. Je pense que effectivement, je suis d'accord avec mon voisin à l'extrême gauche. Sans prise de position politique, je ne sais pas quelle est son opinion. Mais sur l'inefficacité de la législation. Bon, moi, je n'y vois... Redites-nous peut-être, parce que donc il y a une volonté quand même du pouvoir. Il y a une volonté de la part d'Emmanuel Macron de faire une loi sur la diffusion intentionnelle, la fabrication intentionnelle de fausses informations pendant les campagnes électorales, et donc de pouvoir saisir le juge des référés, d'obliger à retirer cette fausse information sous 48. Bon, enfin bon, bref. Mais personnellement, on en a beaucoup discuté. Je suis donc président de l'Observatoire de la déontologie de l'information, et donc qui regroupe à la fois des journalistes, des entreprises et des représentants du public. Et on en a beaucoup discuté. Et on ne voit qu'un seul avantage à cette loi, c'est d'avoir porté le débat sur la place publique. Mais sinon, ça risque au mieux d'être inefficace et au pire d'être contre-productif, parce que il y aura forcément des gens qui vont dire, vous voyez, moi j'ai répandu une rumeur et le juge ne m'a pas sanctionné, donc c'est que j'avais raison. Et donc ça va aboutir à quelque chose d'extrêmement bon. Légiférer, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Le fact-checking, c'est-à-dire la vérification des faits.
ce que doit faire tout journaliste avant de publier ou de diffuser une émission, c'est évidemment de vérifier les faits. Et alors là, maintenant, il y a toute une série dans beaucoup d'ONG, mais aussi dans beaucoup de médias français, je suppose qu'il y en a d'autres, en Allemagne ou ailleurs, de gens qui font les décodeurs du monde, le check news à Libération, etc. Il y en a plein dans tous les médias. C'est très intéressant, mais c'est écoper l'océan avec une petite cuillère, voire une cuillère à soupe, mais bon, de toute façon, ça va pas bien loin. Parce que les gens qui croient ces fausses nouvelles, ils les croient de toute façon et ça a pas de... Bon. Il me semble qu'une des sources, c'est effectivement de refroidir la machine. Refroidir la machine, ça veut dire ce que disait Ingrid tout à l'heure, c'est-à-dire quand on est ému par quelque chose, avant de retweeter, de liker, de répondre vertement parce que on a été ému par une démarche inverse, c'est de se dire j'attends 30 secondes ou 1 minute et je réfléchis un tout petit peu d'où ça vient, etc. C'est très difficile à faire quand on est en permanence sur son Twitter, sa tweet machine. Je crois qu'il y a aussi une chose qui est importante et c'est peut-être... moi, j'ai toujours enseigné à mes étudiants, parce que ça fait longtemps que je suis prof à la Sorbonne, que les médias n'ont jamais fait l'élection. Et pas plus les réseaux sociaux ne feront l'élection. Donc faire de la politique au sens noble du terme. Il faut quand même voir que si Trump a été élu, c'est pas grâce au troll russe. C'est grâce à l'incapacité des démocrates à trouver un bon candidat pour succéder à Barack Obama. Ils ont pris une vieille charrette qui marchait mal, ils ont essayé de la rafistoler et elle a encore plus mal marché. Et le résultat, c'est que les démocrates ont été battus parce qu'ils ont donné tous les fouets pour se faire battre. Et ça, c'est une vraie question. Il faut faire la politique. Inversement, vous voyez bien ce qu'a fait Macron. Je ne vous parle pas du Macron président, mais du Macron dans sa campagne présidentielle. Il a fait de la vraie politique. Il a suscité un élan. Après, on peut être déçu ou pas, suivant ce que c'est pas le problème. Mais il a suscité un élan, il a fait véritablement de la politique qui a débouché sur quelque chose. Alors, bien sûr, il y a eu des concours de circonstances, il y a eu l'affaire Fillon, il y a eu toute une série de choses comme ça, mais ça n'empêche que, il y a eu une vraie démarche politique en s'adressant aux citoyens et non pas à leurs émotions, mais à leur intelligence. Et c'est ça qui était important. Donc voilà. Alors, pour ce qui me concerne, moi je pense qu'il y a vraiment une action de la société civile qui est importante. Je crois que la solution des fake news, c'est par l'intervention de la société civile. C'est d'une part, quand on voit passer des trucs suspects, si on aime tweeter, on tweet, on dit est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, etc. Enfin bref, on sème le doute dans les affirmations qui sont on est souvent saisi nous, à l'ODI par des gens qui disent on parle pas du prêtre qui a été assassiné à Montpellier. Oui, on n'en parle pas en 2018 parce qu'il a été assassiné en 2012 et que effectivement en 2018 on n'en parle plus parce que c'est ainsi que. Mais dès qu'on tape son nom, on voit apparaître les articles du Midi Libre et de tous les autres de la région qui expliquent ce qui s'est passé. Simplement en 2018 ils reviennent pas sur le truc parce que mais c'est parce qu'il aurait été assassiné par un musulman et donc un musulman ça veut dire un islamiste et donc etc. Enfin vous voyez c'est la société civile qui peut se saisir de ça et moi je prône la création en France d'un conseil de presse. Alors les Allemands savent mieux que moi en principe, mais j'ai vu que tout le monde ne savait pas ce que c'était. Il y a en Allemagne un Presserat qui date des années 50, 49 je crois, ou 50, je sais plus. Qui existe donc depuis pas mal de temps. Il y en a 21 dans les pays de l'Union européenne. Le plus ancien est le conseil de presse suédois qui date de 1916, qui a été créé en 1916. C'est pas un tribunal de la presse, c'est simplement quand le public est ému par une information, par un article, par une émission, il peut saisir le conseil de presse qui essaye de répondre en expliquant comment
l'information a été diffusée, etc. Si elle a été manipulée ou pas, s'il y a des conflits d'intérêts ou pas, s'il y a un respect de la vie privée ou pas, s'il y a toute une série de choses. Les règles de l'art professionnel du journalisme. Les journalistes sont fondamentaux dans une société démocratique, mais ils doivent aussi répondre de la façon dont ils travaillent dans vis-à-vis du public et des interrogations du public. C'est le seul moyen de restaurer la confiance dans des médias professionnels et de faire la différence entre le tout venant, qui est parfois très intéressant, mais qui circule, qu'on peut lire n'importe où, etc., sur Facebook, Twitter ou ailleurs, et puis des informations vérifiées, sourcées, équilibrées, etc. Voilà. La création d'un conseil de presse en France, c'est nécessaire, mais ça, c'est un autre problème. Il y a une mission qui a été lancée il y a 15 jours par le ministre de la Culture pour savoir comment on pourrait faire pour en avoir un en France aussi. Vous vouliez prendre la parole? Est-ce qu'il y a un conseil de la presse en Autriche? Ich wollte genau dazu anschließen. Verzeihen, dass ich Ihnen die Mikrofone schon wieder antun muss. Ich möchte anschließen, ich bin lustigerweise Teil des österreichischen Presserats. Also in Österreich haben wir auch einen. Ich bin sogar sehr überrascht, dass Frankreich als so wichtige Nation keinen Presserat hat, mit auch sehr relevanten Medien. Das schockiert mich jetzt fast eher. Ich glaube tatsächlich, dass der Presserat ein Teil der Antwort sein kann. Er ist kein Wundermittel. In Österreich kriegt der Presserat sehr viele Beschwerden über das Boulevard. In Österreich speziell zum Beispiel die Kronenzeitung, falls Sie davon schon mal gehört haben. Das ist ein so klassisches Boulevardmedium, das oft auch nicht sonderlich ausgewogen berichtet, zumindest bei den Fällen, die uns gemeldet werden. Und das sind dann oft Artikel, die halbrichtig sind, die haben noch einen realen Anlass, aber die journalistische Sorgfalt wurde verletzt. Und der Presserat verurteilt das dann natürlich. Ich kann Ihnen sagen, wie die betroffenen Boulevardmedien reagieren. Die machen sich lustig darüber oder die ignorieren das. Die haben da keinen großen Respekt für solche Entscheidungen. Aber das wäre auch überraschend, hätten sie das, weil sie nicht aus einem journalistischen Ethos kommen, wo diese Ausgewogenheit, wo die Sorgfalt immer an erster Stelle liegen, sondern wo es teilweise darum geht, knackige, harte Geschichten zu liefern. Trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, weil ein Teil der unseriösen Meldungen, die kommen nicht von neuen Webseiten im Internet, die kommen von klassischen Printzeitungen, die einfach nicht ganz fair recherchieren oder die nicht genügend recherchieren. Und diesen Teil kann ich da zumindest behandeln. Und für die Bürger, die sowas aufregt, ist der Presserat ein wichtiges Signal, weil die sich bestätigt fühlen, weil man sagen kann, das wurde verurteilt. Also es ist keine Wunderwaffe, man hat dann noch immer Artikel, die einfach nicht stimmen, aber es ist zumindest ein bisschen eine Symbolik zumindest. Vous intervenez aussi sur Internet, sur les articles publiés sur Internet? Oui. Wir machen es für alle Medien in Österreich. Wir machen es nicht für irgendwelche Webseiten, aber wir machen es auch für Webseiten, die, sagen wir, aus dem unseriösen rechten Lager kommen, wo ich keinen journalistischen Ethos überhaupt erkennen kann. Aber es muss sich selbst als Zeitung quasi geben, dass wir es behandeln. Monsieur Huyghe, vous aviez esquissé quelques pistes pour lutter contre les fake news. Alors, si vous en avez d'autres. Je vais pas. C'est bon, ça. Voilà. Je vais pas redire tout ce que vous avez dit sur la loi et sur l'inutilité de créer un ministère de la vérité. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur les conseils de déontologie de la presse. Franchement, c'est pas mon domaine et je suis pas spécialiste. Alors, qu'est-ce qui reste comme méthode? Alors il y a effectivement des ONG ou des organismes liés aux médias traditionnels ou liés d'ailleurs à Google, etc., qui font du fact-checking, c'est-à-dire qui vont rechercher les éléments démontrant la fausseté d'une information.
C'est très bien. Je vous dis, moi-même, avec des amis, on avait créé un site de fact-checking en 2004, donc je suis pas contre le principe. C'est très bien à condition de pas tomber dans deux pièges. Le premier, c'est de qualifier les sources, idéologiquement. Et donc il y aura des sources sérieuses, pas sérieuses, idéologiquement engagées. Alors idéologiquement on a engagé, on a compris, c'est anti-Merkel, anti-libéral, anti-ça. L'autre problème, c'est que le fact-checking enthousiaste comme ça peut produire des faux positifs. C'est-à-dire qu'on dénonce comme faux quelque chose qui se révèle vrai. Y a des rumeurs qui ont été vraies. Moi, j'étais à l'Idiot International quand l'Idiot International parlait la fille naturelle de Mitterrand. C'était vrai. Un exemple beaucoup plus récent, vous avez parlé de Nicolas van der Blies et de son groupe, son ONG EU Disinfolab, qui a récemment produit un faux positif en disant que tout le bruit qu'il y avait eu autour de l'affaire Benalla était toujours le complot russe, était un coup des trolls russes qui avaient artificiellement fait monter sur Twitter. Ça serait long à démontrer, mais on a démontré que c'est absolument faux, que c'est une réaction naturelle, même si évidemment quelques militants russes, ou pourquoi pas moldovalaques ou indiens, sont intervenus sur ce sujet. Mais si on crée des faux positifs comme ça, on va être sur quelque chose de grave. Alors, qu'est-ce qui marche? C'est une méthode qu'on emploie depuis 2500 ans, depuis Socrate, quoi. C'est d'éduquer les gens à la rhétorique, à la maïeutique, à découvrir les mécanismes du faux. Je vous donne un exemple, après je me tais. Si vous dites tel bruit qui circule sur les attentats est faux, c'est un fantasme islamisme ou facho ou je sais pas quoi, vous ne convaincrez pas les gens. Si vous faites un vrai travail pour démontrer comment a été monté le faux ou la rumeur, ça devient efficace. Je pense aux rumeurs qui avaient couru après l'attentat de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo. Tout le monde se souvient des détails. On disait que les rétroviseurs avaient des drôles de lumière et que c'était bizarre que quelqu'un ait un gilet pare-balles à côté de Charlie Hebdo. Il y a des journalistes qui ont fait un travail sérieux en démontrant que, si vous prenez des rétroviseurs de telle marque et que vous les prenez à 3h de l'après-midi, à 4h de l'après-midi, la couleur change et que c'était normal que les gens à côté des gilets pare-balles, parce que c'était dans leur contrat d'assurance, parce qu'ils allaient sur des champs de bataille. Formidable. Formidable. Le problème, c'est que ça tend un temps et un effort monstrueux. Voilà. Pour terminer sur une note d'optimisme, c'est gratifiant de répandre une fake news. Parce que vous cliquez sur Twitter, vous avez l'air super malin, etc. Mais c'est encore plus gratifiant de ne pas être dupe et de démontrer un mécanisme de fausseté. Mais c'est un boulot monstrueux. C'est en très grande partie une question de temps et d'effort. Donc vous voulez dire qu'elle s'autodétruit en fait. Le meilleur moyen, c'est d'autodétruire. Alors le meilleur moyen, c'est de démontrer le comment. C'est pas de dire ça, c'est des méchantes idées, des fantasmes de peur, etc. C'est démontrer que cette idée est fausse. Et alors, on peut prendre des exemples. Je prends là, comme ça en venant, j'avais noté les dernières fake news que j'avais vues. Elles sont de nature très différente. L'une, c'était l'armée au Brésil a défilé en faveur de Bolsonaro. C'est faux, c'était un régiment qui rentrait. On va dire erreur de bonne foi ou de gens engagés idéologiquement. Le fait que manger bio diminue de 25% les risques du cancer, ça c'est un faux raisonnement. Puisque les gens qui sont bio sont les gens des catégories sociales supérieures qui prennent plus soin de leur santé, qui fument moins, qui boivent moins, etc. Donc la corrélation en pure raison n'existait pas. Et il y a des cas où c'est très simple. Il y a une légende qui court en ce moment sur les gilets jaunes qu'il faudrait mettre visibles sur sa voiture pour être en règle avec la loi. Ça, vous pouvez vérifier en 40 secondes que ce n'est pas inscrit dans la loi. Donc vous voyez, ce sont des mécanismes extraordinairement différents et chaque fois, c'est un effort différent. Madame Brodnik avait une remarque à faire et j'aurais aimé, avant qu'on donne la parole à la salle, que vous nous parliez du rôle des GAFA, qui est quand même terriblement ambigu. Enfin, moi, ouais. Vous trois, en fait. Je trouve ça très important et très intéressant. Les GAFA, alors... attendez, mais... pardon, allez-y. Ich wollte nur
Ich wollte nur ergänzen, dass es tatsächlich, das ist ein sehr gutes Beispiel, es gibt tatsächlich Tricks oder Handkniffe, mit denen Faktenchecks besser funktionieren können, also mit dem ich die richtige Information besser voranbringe. Und ein ganz wichtiger Punkt ist Kausalität, wie gerade erwähnt, nämlich wenn ich den eigentlichen Grund für eine Entwicklung verstehe, den wahren Grund, dann glaube ich das eher, als wenn ich nur den falschen Grund genannt bekomme. In Deutschland gab es eine Behauptung, dass die deutsche Bundesregierung klammheimlich in der Nacht Flüchtlinge einfliegen würde im großen Stil, also dass da geheime Flugzeuge gechartert würden, die reihenweise Flüchtlinge bringen. Kompletter Unsinn, aber Journalisten haben sich die Mühe angetan, so ein bisschen nachzurecherchieren, auf welchen wie man erklären kann, wie man manche Aspekte erklären kann, worauf das fußt. Tatsächlich ist es so, dass es im Sommer, diese Geschichte wurde im Sommer verbreitet, dass im Sommer zum Beispiel mehr Flugzeuge aus der Türkei kommen, weil Urlaubszeit ist. Und es stimmt auch, die Flugzeuge fliegen öfters in der Nacht. Weil zum Beispiel Urlauber sagen, ich fliege ganz spät erst heim, damit ich so lange am Urlaubsort sein kann, wie ich möchte. Das heißt, der Flugverkehr ist tatsächlich im Sommer ein bisschen anders, die Uhrzeiten sind anders, aber es gibt keinen einzigen Beleg, dass Flüchtlinge reihenweise nach Deutschland eingeflogen werden. Und je mehr ich kausal das erklären kann, desto mehr verstehen es Menschen. Das ist ein wichtiger Punkt. Das Zweite ist ganz etwas Simples. Wenn man die richtige Information als Bild hat, sollte man lieber mit dem Bild kommunizieren als mit Worten. Bildern wird insgesamt viel mehr Vertrauen geschenkt. Dazu gibt es Untersuchungen zum Thema Klimawandel in den USA. In den USA gibt es ja viele Bürger, die nicht an den Klimawandel glauben wollen. Und gerade Republikaner glauben nicht daran. Und da gab es eine Untersuchung von den Wissenschaftlern Brandon Nyhan und Jason Reifler. Die haben Amerikanern die realen Zahlen zur Erderwärmung der letzten Jahrzehnte vorgelegt, von Instituten in Europa, in Japan etc. Und dann haben sie das gleich gemacht bei einer anderen Gruppe und haben denen das als Bild, als Infografik gezeigt. Und Sie können sich schon vorstellen, was passiert ist. Die Infografik hatte viel höheren Glauben. Die Infografik hat sogar manche republikanischen Wähler eher beeindruckt, die tendenziell den Klimawandel ablehnen, also die Idee. Das heißt, Bilder haben eine höhere Chance, dass sie auf Gehör stoßen, dass sie wirken. Und das Dritte ist, leider reagieren wir alle, das ist menschlich, oft sehr ungeschickt auf Falschmeldungen. Wenn Sie mit einem wilden Gerücht, mit etwas Falschem konfrontiert werden, ist Ihr erster Impuls, meiner auch, zu sagen, nein, das stimmt nicht. Wir verneinen es, wir lehnen es ab und wir wiederholen das Falsche. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In den USA glauben viele Bürger weiterhin, Barack Obama sei Moslem. Das ist eine Behauptung, die seit Jahren kursiert, Barack Obama sei Moslem. Und wenn Sie das hören, sagen Bürger oft, nein, Barack Obama ist kein Moslem. Und was man macht, ist, man wiederholt das Falsche, man wiederholt die Information Barack Obama, Moslem. Und was ist effizienter? Geschickter ist zu sagen, nein, Barack Obama ist Christ. Weil wichtig ist, dass der Faktencheck die richtige Information sichtbar macht. Und darauf vergessen leider auch Journalisten häufig, dass sie so sehr mit dem Falschen beschäftigt sind, dass sie das Falsche ständig wiederholen, dazu verneinen, aber das Richtige nicht genügend betonen. Donc, est-ce que vous nous parleriez du rôle des GAFA, donc Google, Apple, Facebook et Amazon, dans la diffusion des fake news et la façon dont ils, moi je trouve en tout cas en France, ont un rôle ambigu, notamment pour citer juste un exemple, Google a mis de l'argent, a offert à la presse une sorte de pot commun qu'on a appelé le fonds Google, qui nous a permis en 2013, 14 et 15 de créer des nouveaux types de médias sur Internet. Par exemple, nous, à Challenge, on a créé un journal numérique qui s'appelait Challenge Soir. Et grâce à ce fonds, et je trouvais que moi, c'était un peu caressé. Oui, alors, Google, enfin, on peut prendre le cas de Google, mais les mêmes choses seraient valables pour Facebook, Twitter, etc. Alors, il y a quelque chose qui est
totalement ambigus dans leur pouvoir technologique et politique et idéologique, parce que technologique. D'une part, le système fonctionne en vendant deux choses que possèdent les GAFA, qui est votre attention et la connaissance de qui vous êtes. Votre attention, Google vit sur des secondes de cerveau humain qui vont à un endroit ou pas à un autre, on est d'accord. La deuxième chose, c'est que Google et Facebook savent énormément de choses sur vous, donc sur ce que vous désirez, donc sur ce qu'on peut vous vendre. Vous savez ce qu'on dit, si vous faites 10 communications sur Facebook, il vous connaît mieux que vos collègues de bureau, 100 mieux que votre famille, 300 mieux que votre conjoint. Moi, je peux vous dire qu'Amazon sait pour qui je vote et que je suis athée, etc., vu les bouquins qu'ils me proposent. Donc, ils ont une connaissance. Donc, leur système fonctionne sur le fait de vous proposer ce que vous attendez, ce qui correspond à votre truc. Mais en même temps, et par conviction idéologique sincère, et parce que c'est leur intérêt de pas repasser devant le Sénat ou la Chambre des représentants aux États-Unis, quelqu'un comme M. Mark Zuckerberg qui a certainement pas voté Trump et qui a donné des fonds pour Hillary Clinton, n'est absolument pas content qu'on l'accuse d'avoir fait élire Trump par des fake news. Et donc, en même temps, il développe des dispositifs. Enfin, la censure des sources, du nombre de trucs est énorme, est en millions de comptes. Donc là, il y a un mécanisme qui est totalement ambigu, mais qui est inhérent au fait que les GAFA ont un pouvoir sur lequel la démocratie et le politique ne peuvent rien faire. Le problème, il est à la base, quoi. Oui, je crois qu'il faut bien voir le problème. Enfin, c'est pas un problème fondamental. Il faut savoir aussi. Tout à l'heure, en introduction, tu avais dit que on n'avait pas voté pour eux, mais si, on vote pour eux tous les jours, en se servant de Google. De 95% des internautes français se servent à 95% de Google pour chercher des informations. Donc, vous avez le droit d'utiliser un autre moteur de recherche. Bon, il y en a d'autres. Je vais pas faire de la pub pour Quant ou pour je sais pas quoi, mais bon, vous avez le droit. On utilise, enfin il y a je sais pas combien, 3 milliards d'utilisateurs de Facebook dans le monde, 600 millions de Twitter, etc. Donc on vote pour eux comme on votait jadis en regardant une émission de télévision ou en achetant un journal. Quand France Soir était vendu 1 500 000 exemplaires par jour, les citoyens français votaient pour France Soir, si je puis dire. Enfin bon, voilà. Donc c'est là l'ambiguïté fondamentale. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, ce sont des business, ce sont des entreprises qui cherchent à gagner de l'argent, à vendre de la pub, à vendre de l'attention, à vendre des bases de données, etc., etc. C'est évidemment, mais il faut pas rejeter parce que si vous pour la plupart, nous nous servons de ces outils-là. Et il n'y a pas à les rejeter parce qu'ils sont tout à fait... Le problème, c'est de savoir avec qui vous êtes amis. Ça, c'est vraiment aussi un problème de conscience citoyenne personnelle. Avec qui êtes-vous amis ? Qui vous suit ? Vos followers, vos amis, etc. Il y a un certain nombre de gens qu'il faut savoir éliminer. Parce que c'est ainsi. Parce qu'ils... Inversement, vous serez éliminé par d'autres. Donc, vous avez tous les trois appelé au bon sens et à la raison. Vous voulez faire une dernière remarque avant, parce qu'on serait bien aussi qu'on entende la salle et les questions de la salle qui vont sûrement ouvrir le débat encore davantage. Ich sage gerne etwas noch kurz dazu. Ich muss sagen, ich appelliere an Regulierung. Weil es stimmt schon, dass Menschen freiwillig Google und Facebook benutzen, aber einerseits gibt es Netzwerkeffekte, so heißt es in der Ökonomie, dass große Unternehmen eine größere Anziehungskraft für Konsumenten haben als kleinere. Facebook mit 2 Milliarden Usern ist natürlich ein interessanteres Netzwerk als Ello oder Diaspora mit viel wenigeren Usern. Das heißt, Große haben eine Macht und es ist nicht so leicht rundherum zu kommen. Zweitens, sie müssen gar nicht Facebook-User sein, dass Facebook Daten über sie gespeichert hat. Wenn sie ein Handy besitzen und mit Menschen befreundet oder bekannt sind, die selbst Facebook nutzen, ist die Chance hoch, dass Facebook ihre Handynummer schon längst hat, weil Facebook
Facebook, wenn einer Ihrer Bekannten sein Telefonbuch hochlädt, wird das auf Facebook gespeichert und Sie können das nicht rauslöschen. Also das ist nicht alles ganz freiwillig. Und ich glaube, es ist zum Teil Regulierung notwendig, weil diese Plattformen eine große Wirkung haben, was Menschen sehen. Und Regulierung im Sinne von Transparenz, wir wissen zu wenig. Zum Beispiel, ich habe erzählt, Wut bringt Menschen zum Klicken und dann kommt die Software und belohnt Beiträge, die viele Likes, viele Kommentare erhielten. Wir wissen das nicht so genau, weil Facebook unabhängige Wissenschaftler seine Software nicht anschauen lässt, weil sie keine Experimente zulassen, wo Forscher testen, welche Nebeneffekte die Software hat, unabsichtlich. Und da, glaube ich, könnten tatsächlich europäische Staaten etwas machen, nämlich Transparenzvorschriften für Technikgiganten. Wenn ein Riese im Netz sehr viel Einfluss darauf hat, was Menschen über die Welt erfahren, dann sollen unabhängige Wissenschaftler zum Beispiel Zugang zu den Daten bekommen oder den Algorithmus, damit Experimente machen dürfen, um zu schauen, ob es negative Facetten gibt. Ich glaube ganz einfach, wir regulieren in Europa sehr viele Bereiche. Es gibt Auflagen für den Straßenverkehr, es gibt Auflagen für das Schienennetz. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum das Internet der eine Bereich sein soll, wo Unternehmen sich alle nur untereinander selbst alles ausmachen. Il y a un début ces jours-ci à propos de leur fiscalité, donc c'est peut-être un bon début. Donc, Il y a le RGPD. oui, c'est vrai, oui. Et puis parce qu'on ne peut pas réguler la liberté d'expression. Sinon, on tombe dans l'inverse de la démocratie. Il faut faire attention à ça. La liberté d'expression, c'est trop fragile, c'est trop précieux pour qu'on puisse dire ce qui est bon et ce qui est mauvais dans la liberté d'expression. Donc il y a plusieurs mains qui se sont levées, voilà, des questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Votre micro ne marche pas. Il va falloir que vous répétiez parce que les interprètes n'ont pas entendu ce que vous avez dit, monsieur. Ça marche ? Essayez de parler un petit peu. Ça va ? Non, toujours pas. Alors, cette fois-ci, ça marche. Ah oui. Voilà. Donc, on a parlé de fake news et de fausses informations évidentes qui sont lancées comme ça. Mais on n'a pas parlé de toutes les demi-vérités et quarts de vérité qui sont tous les jours dans la presse classique. Donc, je parle Le Monde, Arte, TF1, France 3, etc. Et je le vois donc toujours des petites omissions ou des choses comme ça. Et ça a été mentionné, monsieur, notamment par Madame Brodnik. Enfin, et puis simplement, oui. Est-ce qu'on fait quelque chose contre ? Vous voyez, je vois un film de Frédéric Mitterrand que j'admire par ailleurs pour ses documentaires sur Trump. Et au début, il se gourre tout simplement sur certaines origines de la famille. Je vois un autre film de Arte sur le cubisme et où on parle de Picasso, Braque et Kahnweiler. Et tout simplement, on cherche toujours à cacher que Kahnweiler était 54 ans de sa vie allemand et qu'il a été considéré comme ennemi pendant la Première Guerre mondiale. Et on a donc exproprié toute sa collection et on l'a dilapidé. Simplement, si on fait un reportage à Arte, j'attends qu'on fasse un peu la recherche. Et je pourrais vous citer d'autres cas. Et j'étais moi-même victime de certaines fausses informations sur Le Monde où tout simplement, on a oublié de me téléphoner pour demander est-ce que vous voulez commenter ça.
Bon, juste une réflexion de ma part, c'est que M. Mitterrand n'est pas journaliste à ma connaissance, mais je laisse la parole à nos experts. Il a fait des documentaires tout à fait remarquables. C'est pas le problème de la frontière entre les journalistes et les non-journalistes est extrêmement ténue. Voilà, les journalistes sont tenus à beaucoup plus de pratiques et de rigueur déontologique. Bon, il y aura toujours des erreurs dans les médias. Il y en aura toujours. Il y aura toujours ce que vous appelez des demi-vérités. C'est simplement des omissions, parfois un manque de connaissances. Ça existe. C'est en ça que justement un conseil de presse est utile, parce qu'il peut répondre à ce genre de choses. Voilà, c'est là où effectivement il faut répondre à ce genre de choses. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je ne cesse de le faire. Nous, les journalistes, on a des droits de réponse. Enfin, vous avez des droits de réponse par rapport à ce qu'on écrit, et il arrive qu'il y ait des erratums, qu'on précise des choses. Moi, je sais que quand j'étais à l'école de journalisme, on nous disait c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. On nous expliquait qu'on pouvait être victime d'une erreur de frappe, d'un problème d'interprétation. Enfin, ça existe aussi. Et tout bon journal. Et oui, parfois. On peut être manipulé sans s'en rendre compte, sans savoir, et de bonne foi de la part de l'interlocuteur. Ça justement, il faut essayer de ne pas l'être. Oui, bien sûr. Mais je pense que l'erratum, etc., c'est très bien, mais c'est à la discrétion du rédacteur en chef ou du directeur de la publication. Alors que si on a une œuvre collective qui se saisit des plaintes, qui peut être saisie par des plaintes du public, qui dit voilà, ça, on m'a vendu ça comme ça, et c'est faux, ou c'est admis faux, ou admis vrai. À ce moment-là, il peut y avoir une enquête et une réaction collective, et c'est beaucoup plus intéressant. On s'éloigne un tout petit peu de la problématique des fake news, en fait, parce que ça, c'est un petit peu. Il n'y a pas volonté forcément de manipulation. Peut-être. Si on... Ich möchte nur ein Detail ergänzen. Ich finde das schon einen interessanten Einwand, weil ich verstehe auch immer wieder, wenn Bürger über klassische Berichterstattung, über Einzelfälle in der klassischen Berichterstattung verärgert sind, weil uns Journalisten Fehler passieren oder weil nicht jeder Artikel oder jeder Beitrag so großartig ist, wie man sich das selbst als Journalist wünscht, oder auch weil vielleicht manche Dinge einfach wirklich auch einseitig recherchiert sein können. Das ist, glaube ich, durchaus möglich. Ich glaube, die Grenze zu Fake News oder zu wirklich üblen Geschichten, gerade im Netz, ist die Täuschungsabsicht, weil die meisten Journalisten, die haben nicht unbedingt diese Täuschungsabsicht. Also die sind vielleicht manchmal schlampig oder vielleicht sind nicht alle immer gleich seriös, aber diese Täuschungsabsicht auf manchen unseriösen Webseiten ist etwas Besonderes. Nur was Sie ansprechen, diese unseriösen Meldungen im Journalismus oder Fehler oder fehlende Recherche, da bin ich sogar hoffnungsvoll, dass das Internet zu einer Verbesserung führen wird. Warum? Weil es im Internet viel schwieriger ist für Unternehmen, also für Medien, das totzuschweigen. Mir hat einmal ein deutscher Journalist, der heißt Richard Gutjahr, erzählt, der war im Fernsehen, ganz ein junger Journalist damals, hat er gesagt, hat einen Fehler gemacht. Und es war ihm so unangenehm und er ist zu seinem leitenden Redakteur gelaufen, hat ihm gesagt, oh je, mir ist ein Fehler passiert, wir müssen das irgendwie korrigieren, es ist ganz schlimm. Und der leitende Redakteur hat gesagt, ach, halb so wild, das versendet sich. Also im Sinne von, morgen haben das alle vergessen. Und das ist eine schlechte journalistische Haltung natürlich, weil wenn ich das Gefühl habe, ich kann einen Fehler machen und das fällt eh nicht auf oder morgen ist es vorbei, dann habe ich vielleicht ein weniger Druck. Und im Internet passiert es, dass zum Beispiel häufig Bürger dann Blogs machen oder auf Twitter, auf Facebook das kritisieren und das sich nicht mehr versendet, nicht mehr weg ist. In Österreich und Deutschland gibt es sehr gute Blogs, die den Medien einen Spiegel vorhalten. Ich weiß nicht, ob sie so etwas in Frankreich haben, aber in Deutschland gibt es das Bild-Blog, das jeden Tag über die Bild-Zeitung oder auch generell über unseriöse Berichterstattung im Boulevard berichtet. Und die greifen Geschichten auf, die Unsinn sind oder die zugespitzt sind und erklären das. Und in Österreich gibt es einen Blog, das heißt Coburg, die
die recherchieren hinterher. Das heißt, das sind die Wachhunde, die über die Medien wachen. Und das finde ich gut. Merci. Je voudrais d'abord féliciter Madame Brotning parce qu'à mon avis, une chose qu'elle a dit à la fin, c'est vraiment la chose pour moi la plus importante. On parle toujours des GAFA ou GAFAM ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il faut faire la différence. C'est absolument nécessaire. Apple et Microsoft, ils fabriquent quelque chose. On peut parler d'eux sur leur comportement en ce qui concerne les impôts et de chercher les lieux où ils payent très peu, mais ça n'a rien à voir avec cette manie comme notre ami Zuckerberg ou les gens de Google, surtout YouTube, etc., de chercher nos données, de collectionner données et de les vendre après. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est bien utilisé aujourd'hui en Chine, qui ont bien regardé les dernières années, qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, ils sont en train de tester déjà quelque chose qui s'appelle le Social Credit System, qui marche exactement dans la même façon, c'est-à-dire d'observer tous les gens, de collectionner ça et de donner une valeur sociale au comportement de chaque personne. Fantastique solution pour contrôler la Chine. Et les méthodes qui sont utilisées sont exactement les mêmes qu'utilisent Zuckerberg, Echo et les mêmes gens de Google, c'est-à-dire surtout YouTube. Et je crois que c'est absolument nécessaire de réguler ces firmes parce que c'est quelque chose qui va détourner tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Merci. Oui, et puis peut-être aussi sur le fait que Google, notamment, intervient vraiment sur le fond. Alors, que Google intervienne sur le fond, c'est absolument avéré. Il y a même, plutôt dans un sens pro-Obama et anti-Trump, il y a même il y a eu des révélations à l'intérieur de Google à ce sujet. Ce qui me paraît tout à fait normal, vu que ce sont les opinions de M. Zuckerberg et la sociologie des classes supérieures, diplômées qui travaillent chez Google font qu'il doit y avoir peu d'électeurs de Trump, parmi eux, donc ça c'est voilà, que ça se traduit dans les algorithmes, ça c'est un autre problème. Mais la Chine, c'est un exemple absolument passionnant parce qu'il y a un endroit où Google est impuissant, c'est en Chine. Hein, on l'a vu à l'occasion d'un conflit en 2011 quand Google a menacé la Chine et s'est fait sortir. Alors qu'est-ce qu'il y a en Chine? Il y a effectivement ce système de notation sociale. Pourquoi? Parce que ils ont un Google chinois, un Facebook chinois, un Twitter chinois, etc. Et même, alors je vais être beaucoup plus pessimiste ou parano que vous encore. Non seulement ils ont les équivalents des GAFA et un système politique autoritaire, mais ils développent des recherches dans ce sens-là sur les objets connectés et l'intelligence artificielle. Un exemple entre ça, on a créé en Chine des objets connectés. Vous savez qu'on aura je ne sais pas combien de milliards d'objets connectés en 2020, etc. Des casquettes pour les gens dans les bureaux, etc., qui ont une sorte de capteur. Me demandez pas techniquement comment ça marche, si ça analyse la sueur ou les pulsions cardiaques ou je ne sais pas quoi, qui non seulement sait si le travailleur est là à tel endroit ou s'il est en train de discuter avec un copain, mais qui en même temps analyse leur humeur. Est-ce qu'ils sont enthousiastes, coléreux, peureux? Ça ouvre des perspectives assez affolantes. Effectivement, le seul endroit au monde qui échappe au pouvoir des GAFA, c'est pas pour quelque chose de beaucoup plus sympathique. Une autre question après cette évocation du meilleur des mondes? Moi, je trouve que c'est bien pire que le meilleur des mondes, parce que dans le meilleur des mondes, on savait que Big Brother vous surveillait, on lui donnait pas ses données. Mais on sait aussi. C'est aussi la preuve, tout le monde en parle. Mais et alors? Moi, ça ne m'empêche pas de donner mes données sont publiques. Madame. Une jeune femme. Merci.
Oui, je suis étudiante en journalisme et je me demandais si il y avait en France et en Allemagne une pratique différente du fact-checking. Est-ce que du fait de l'histoire de l'Allemagne, des périodes de censure, de propagande qu'elle a connues, est-ce qu'il y aurait une espèce de... Oui, est-ce qu'elle est plus attentive aux fake news qu'en France? Oui, est-ce qu'il y a une différence? Je crois qu'il faut, juste avant de donner la parole à Madame Browning, il faut faire très attention à pas confondre fake news et discours de haine. Les discours de haine, c'est pour aller facilement, c'est les discours racistes, etc., sont très violemment réprimés en Allemagne, puisque les amendes peuvent monter jusqu'à 50 millions d'euros. Ils sont violemment réprimés en France, mais beaucoup moins. Mais le discours de haine, c'est pas la même chose que les fake news. Il faut faire attention à ça. Mais je crois que c'est à Madame Browning de répondre plus. Ich kenne keine gute Vergleichsstudie oder etwas, wo ich man das wirklich 1:1 gegenüberstellen kann. Das heißt, ich kann eher aus meinem ganz persönlichen Eindruck sprechen. Und ich muss sagen, mein Eindruck war, dass französische Medien sich sehr professionell auf die Präsidentschaftswahl hier vorbereitet haben, weil wirklich sehr viele Redaktionen eigene Faktenchecker, Le Monde zum Beispiel, eingerichtet haben, die sehr geschickt das abgefangen haben. Es gab das Projekt Crosscheck, das auch in Frankreich aktiv war. Die haben zum Beispiel eine Software benutzt, die heißt Spike. Und die haben soziale Medien nach gewissen Begriffen überwacht, sozusagen haben geschaut, welche Artikel mit gewissen Begriffen, Kampfbegriffen, politische Begriffen auf sozialen Medien gerade stark geteilt werden. Und sie haben jene Meldungen, die quasi massiv geteilt worden sind, die dann viral, bevor sie viral geworden sind, schon sehr früh erkennen können, auch über solche Technik. Das fand ich sehr ambitioniert. In Deutschland gab es zur Bundestagswahl auch einige Projekte, die aber nach der Bundestagswahl wieder zurückgefahren worden sind oder sogar eingestellt worden sind. Und das halte ich für einen Fehler, weil das Problem bleibt uns erhalten. Natürlich bringen Wahlen das Schlimmste zum Vorschein, aber das Problem hört ja nicht am Tag nach der Wahl unbedingt auf. Ich würde sagen, in Deutschland gibt es bisher noch nicht so eine üble Problematik damit wie in manchen anderen europäischen Ländern. In Italien zum Beispiel, da ist schon ein sehr harter, übler Diskurs. Österreich hatten wir extrem brutale Wahlkämpfe. Im Vergleich dazu, muss ich sagen, war die Bundestagswahl eher langweilig. Heißt nicht, dass gar nichts passiert ist, aber bei der Bundestagswahl war so klar, dass Angela Merkels CDU vorne ist, dass es auch das womöglich abgeschreckt hat, weil nicht so viel rauszuholen war. Das heißt, nicht jeder Wahlkampf eignet sich so gut. Und vielleicht noch ganz zum Schluss, mein Eindruck ist, dass es oft solche Schicksalswahlen oder solche Zweierduelle sind, die sich besonders gut zum Falschmeldungsverbreiten eignen. Also zum Beispiel Präsidentschaftswahlen, wo dann zwei Kandidaten gegeneinander antreten aus zwei unterschiedlichen Lagern, weil dann ist auch so, dann sind die Lager so verhärtet. Dann ist es so, das eine Lager kann das andere nicht ausstehen und das andere Lager verachtet das eine Lager wieder. Es ist so, die Lager erhitzen sich. Und in so einer erhitzten Phase kann ich besonders gut Falschmeldungen verbreiten. Und eine solche erhitzte Phase war Ihr Präsidentschaftswahlkampf, ganz eindeutig. In Österreich der Präsidentschaftswahlkampf 2016 und die USA. Und mein Eindruck ist zumindest, dass die USA schon ein eigenes Level waren. Ich gebe nur eine Zahl. Es gibt eine tolle Untersuchung von Andy Guess, Brandon Nehan, Jason Reifler. Die haben das Browsing-Verhalten von 2500 Amerikanern vor der US-Wahl ausgewertet und die konnten damit berechnen, im Schnitt sah einer von 4 Amerikanern vor der US-Wahl Fake News. Genau genommen waren 27%. Und ich glaube nicht, das ist eine extrem hohe Zahl. Ich glaube, in vielen, vielen anderen Wahlen weltweit ist es oft nicht so schlimm.
Tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Il ne faut pas confondre fausses nouvelles et discours de haine. Et de ce point de vue-là, il est très intéressant de voir quels sont les critères, les codes de Facebook et de Google, par exemple, qui sont publics, on peut les télécharger sur Internet, qui vivent dans une confusion qui me paraît idéologique et grave entre fausses nouvelles, discours de haine, ça serait donc l'intensité de certains sentiments ou des choses qui sont interdites, comme la contestation de la Shoah. Puis après, on glisse à, c'était une déclaration de Zuckerberg, les discours que nous appellerions performatifs, ceux qui peuvent produire des effets, donc amener des gens à croire qu'il y a des groupes hostiles. Et on en glisse à l'offense à la sensibilité de certains groupes, donc au politiquement correct. Là, on est rentré dans un système de contrôle qui ne porte plus du tout sur les faits. Moi, je crois ce que disait Hannah Arendt, les faits, ils ont quelque chose d'irrémédiable. Ils se sont produits ou pas. On a gagné à Marignan en 1515, c'est tel ou tel pays qui a déclenché la guerre, et j'ai trafiqué de la cocaïne à l'âge de 18 ans ou pas. On ne peut plus rien y changer. Tandis que là, on est en train de rentrer dans un domaine du politiquement correct qui est très dangereux. Et alors après, on rentre évidemment après la qualification des idées extrémistes, etc. Dans ce domaine, je suis plutôt partisan de la prudence. Une question, monsieur? Ok, merci beaucoup à vous quatre de cette discussion. Alors, j'ai juste une petite question. C'était parce que l'ambassadeur il est parti, mais lui il continue à venir à l'université et faire des discussions avec de bons journalistes. Ces messieurs-là, ils continuent à venir à l'université avec son patron. Alors, moi, la question que je voulais vous poser, la fraude de Vienne, et quand vous analysez les articles de la presse autrichienne et allemande, et le professeur de Sorbonne, lui, il a analysé aussi les articles américains de la presse, et puis l'autre au coin, qui a aussi analysé les articles chinois. Alors, par rapport, disons, aux articles, disons, les professeurs, là, les derniers, il a dit que vous avez conclu sur les fantasmes de la peur, tous les articles que vous avez analysés. Est-ce que vous avez aussi regardé les Chinois, les articles de presse des Chinois? Comment est-ce que vous avez regardé ça? Est-ce qu'eux aussi, ils avaient les fantasmes de la peur ou ils avaient autre chose? Je pose la question à la fraude de Vienne. Alors, c'est une question pour Madame personne ne Rodney, parle chinois ici. Je crois que nous n'avons pas analysé la presse chinoise. Mon impression, d'après ce que je lis sur leur chaîne internationale, parce qu'eux aussi ils émettent en français, en anglais, etc. Ils viennent de sortir depuis un an un journal qui s'appelle Global Times. Oui. Et qui est donc en anglais pour le coup. Il y avait CCTV, qui n'est pas une mauvaise chaîne du tout d'ailleurs, qui émettait dans plusieurs langues, avec des journaux en français, etc. C'est que eux, ils sont plutôt dans la célébration, la glorification des glorieux résultats du gouvernement et de l'économie chinoise et de la puissance. Donc là, on est dans une idéologie positive, voilà. J'avais peut-être une question complémentaire à celle du monsieur. Quelle est votre opinion de cette télévision qui arrive et qui s'appelle Russia Today et qui a aussi des... Alors, ça, je peux répondre là-dessus parce qu'il m'arrive d'y parler. Voilà. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait que Russia Today Pouvez-nous la présenter en 2 mots, s'il vous plaît? Russia Today est une chaîne internationale qui est subventionnée par
par l'État russe, mais comme Radio Vatican est subventionné par le Vatican, comme Al Jazeera est subventionné avec le Qatar ou France 24 par le contribuable français qui s'exprime en russe, qui a créé des chaînes locales. Il y a une chaîne hispanophone qui a un énorme succès, et ils ont des petits studios à Boulogne, à côté de TF1, où ils font de l'information permanente en français. Alors c'est devenu un terrible fantasme. Ça serait très long à expliquer. Je crois qu'il y a une part d'obsession personnelle de Macron dans cette affaire. À propos de Russia Today, qui est très orienté de manière, disons, antilibérale, illibérale idéologiquement. Mais enfin, je veux dire, moi aussi j'ai été interviewé sur Al Jazeera et j'ai pas fait part de mes opinions athées nietzschéennes, voilà, ou de l'opinion peu sympathique que j'ai sur l'émir du Qatar. Weil RT vormals Russia Today gefallen ist. Ich habe in meinem Buch den Chefredakteur von Russia Today Deutschland, RT Deutschland, interviewt. Es gibt ja auch in Deutschland eine Niederlassung dieses russischen Mediums, und ich muss insofern widersprechen. Russia Today ist natürlich ein Verlautbarungsorgan des russischen Staats, das die Aufgabe hat, die russische Agenda weltweit voranzutreiben. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, weil trifft sich gerade gut. Als ihre Präsidentschaftswahl war, wo dann Emmanuel Macron als Sieger hervorging, habe ich auf Russia Today, auf RT Deutsch, der deutschsprachigen Variante, mitgelesen, und ich habe Artikel gesammelt, Artikel über Marine Le Pen und über den Herrn Macron, und es war beeindruckend, wie unterschiedlich die Berichterstattung war. Marine Le Pen hat sehr viele Artikel gewidmet bekommen, wo sie als Volksheldin dargestellt worden ist, als quasi sehr vernünftige Vertreterin Frankreichs, wohingegen Emmanuel Macron einen negativen Artikel nach dem anderen gewidmet bekam. Und dann gab es zum Beispiel, hieß es, italienischer Politiker, ich glaube, es war in die Richtung, nennt Macron eine Marionette. Er ist ja nur eine Marionette von keine Ahnung welchen Kräften. Und wen hat er zitiert? Die Lega, die Rechtsaußenfraktion, die auch noch im Europäischen Parlament Fraktionspartner mit den französischen Rechtspopulisten sind. Insofern fand ich das ein beeindruckendes Beispiel, wie unausgewogen und unseriös RT über den französischen Wahlkampf berichtet hat, und dass Herr Macron da nicht gut drauf anzusprechen ist, kann ich gut verstehen. Zu China kurz, ich spreche auch nicht Chinesisch, aber ich war dieses Jahr durch Zufall in Frankreich, in China, so Verzeihung. Und ich habe auch diese wunderbaren Global News und diese englischsprachigen chinesischen Medien gelesen, und ich weiß jetzt, dass was die chinesische Führung macht, ist alles gut. Und wir können alle sehr glücklich sein, wie gut es China geht. Und ich möchte nur eine Anekdote erzählen. Also die chinesische Medien sind nicht vergleichbar mit amerikanischen oder europäischen. Das ist zumindest mein Eindruck. Und generell ist das gesamte chinesische Volk baut ja auf einer anderen Kultur auf. Ich war bei einer Führung bei der chinesischen Mauer, und da gibt's dann so ein Denkmal an den General Mao. Und unsere Führerin, also unsere Tourguide, hat allen Ernstes wortwörtlich gesagt während der Tour: Alle chinesischen Menschen lieben General Mao. Und das ist kein freies Land im demokratischen Sinne. Und darum, mir fehlen die Kenntnisse, aber wenn man gerade China und das Internet anschaut, finde ich, wie Sie schon gesagt haben, zutiefst bedenklich, was da passiert. Wir sehen, dass das Internet auch für undemokratische Zwecke eingesetzt werden kann. Monsieur, il nous reste combien de temps, Madame Deussen? 5 minutes. Juste une remarque. 5 minutes. Une remarque, personne ne doute que la Chine soit un régime autoritaire et que les médias n'y soient contrôlés. La différence, c'est que Russia Today s'exprime parmi 15 chaînes d'information permanentes, et par ailleurs est assez difficile à trouver sur son écran de télé.
J'aimerais juste rajouter un point aussi. Je ne sais pas si vous avez le souvenir de Voice of America au Radio Free Europe, ou bien une publication qui s'appelait Information et Documents, qui était une publication financée par la CIA pour faire la propagande américaine en France. Il devait y avoir la même chose en Allemagne, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais bon, tout ça est aussi vieux que le monde. Alors, pour être tout à fait précis, l'invention des médias chargés de répandre dans des pays étrangers, dans leur langue, une bonne orientation idéologique remonte effectivement, c'était même l'US Information Agency qui était là pour mener la lutte du libéralisme à l'époque contre le communisme. Donc ça avait une fonction idéologique assumée, théorisée, etc. Bon, par ailleurs, c'est vrai que toutes les télés ont une orientation. Je sais pas, France 24 ou Radio France Internationale sont pas extrêmement favorables à M. Poutine vu de Moscou. Alors la dernière question, je voulais interpeller le panel des conférenciers sur la question des proportions des seuils. Et si vous avez, au départ, il y a peut-être des fake news, des maquillages de vérité. Et puis, quelle est la différence que vous faites avec les mystifications d'ensemble? Je prends ce qu'on appelle la propagande dans un pays. Et je veux prendre l'exemple de ce qui s'est passé sous la chefferie de gouvernement, le premier ministère de Lionel Jospin. Vous nous avez dit à l'époque, écoutez, plus vous consommez des biens produits à l'étranger, mieux ça fait marcher l'économie française. Et vous aurez à cette occasion la possibilité de comprendre que il faut s'élargir. C'était devenu une véritable imprégnation, influence des consciences pour arriver à des consommations de biens produits dans le monde entier. Alors, est-ce que vous avez la notion, l'idée, l'horizon de mettre un seuil entre ces fake news qui sont la cause et puis qui arrivent systématisés ensuite à des phénomènes de propagande? Est-ce que l'un entraîne l'autre? Ou là, actuellement, comme il y a eu propagande au départ, est-ce que c'est pas un effet résiduel de terminer par une fake news et que tout s'arrête? Je voudrais... Est-ce que je peux faire une petite citation de Joseph Goebbels qui répond à ce monsieur? Vous pouvez passer le micro, jeune homme en bleu, et puis après, on arrête les questions. Je crois qu'on est très en retard, je suis désolée. Ok, bonsoir. En fait, vous avez parlé de loi anti-fake news pour les campagnes électorales. Mais quand les fake news elles viennent de, comme vous avez cité tout à l'heure, les armes de destruction massive en Irak, et puis les attaques chimiques en Syrie à répétition, et que même je trouve que Russia Today, ils ont bien traité le sujet, ils ont prouvé que c'était une mascarade, et à chaque fois, c'est en Libye, comment faire barrage face à ces fake news qui détruisent le tissage politique et le Moyen-Orient? Merci. Alors, moi, je vais répondre d'abord au monsieur, là. Je crois qu'il y a vraiment, dans votre exemple de Jospin, il n'y a pas de volonté de tromper. La fake news, c'est la volonté de tromper. Ce que disait Jospin, vous avez peut-être un peu schématisé, mais c'est pas grave, il y croyait. C'est pas la même chose. Mais si, il croyait à la Pardon ? Il croyait à la mondialisation heureuse. Bon, on peut ne pas y croire, mais voilà, c'est ça la différence, c'est que la volonté de tromper, c'est tout à fait autre chose. Oui, non, ma citation de Goebbels, je ne sais plus la phrase exacte, où il disait la propagande la plus efficace est celle qui comporte le moins de mensonges.
sur quoi il avait raison techniquement. Alors, la propagande idéologique, elle fonctionne sur l'interprétation du réel et elle peut parfaitement fonctionner sur des faits vrais. On a évoqué le conspirationnisme. 99% des faits sur lesquels s'appuient les délires conspirationnistes sont des faits vrais et avérés. C'est simplement la façon dont il les faut entrer dans un ensemble délirant qui est différent. Ça, c'est le rôle de l'idéologie et de la propagande. Et juste ma petite réponse à monsieur là-bas, quand on parle effectivement des armes de destruction massive, voilà. Bon, sur les attaques chimiques, il y en a certaines qui ont été plus ou moins démontrées fausses par l'OVH, le fils de, je sais plus comment ça s'appelle, de vérification des armes chimiques. Donc, là, on est devant un schéma classique de la propagande de Gleyre. Et il y a un siècle, en 14-18, on a appelé ça l'atrocity propaganda. À l'époque, pardon, chers amis allemands qui êtes dans la pièce, où on racontait que les Uhlans, quand ils rentraient dans un village, coupaient les mains des enfants, quoi. Voilà. Mais les Français racontaient que les Allemands étaient des barbares et que, etc. Et que quand les Uhlans arrivaient, ils tuaient les enfants et voilà, ils tuaient les curés et les infirmières. Enfin bon, moi j'ai plein de citations de presse comme ça que je peux vous bon, c'était de part et d'autre. Hein, bon, c'était de la propagande pure et simple, mais c'était une époque où la censure était totale sur la presse, aussi bien en Allemagne qu'en France. Ich weiß nicht, wie viel ich zu den konkreten Beispielen sagen kann, aber was ja deutlich wird in dieser Diskussion und auch in den Fragen, dass dieses Problem der politischen Lüge oder der politischen Halbwahrheit ja nichts Neues ist. Ich sage es immer so, die Lüge in der Politik ist wahrscheinlich so alt wie die Politik selbst, aber es gibt Phasen, wo ganz offensichtlich es schlimmer ist, wo Halbwahrheiten, Erfindungen, Verschwörungstheorien auch stärker ein politisches Instrument werden. Und weil jetzt gerade Deutschland gefallen ist und ich aus dem deutschsprachigen Raum komme, natürlich eine der schlimmsten Phasen der Menschheit war das NS-Regime, dessen Kern eine Verschwörungstheorie war, nämlich die Verschwörungstheorie der zionistischen Weltverschwörung. Also das NS-System und der Genozid des NS-Systems baute auf Falschmeldungen auf und es war eine politische Waffe. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es diese Erkenntnis, dass das nicht mehr passieren kann. Es gab diesen großen Druck, wie wichtig Demokratie ist. Und ich glaube, was wir halt derzeit erleben auf sehr vielen Ebenen ist, dass die Demokratie als Instrument ins Wanken gerät. Und das ist das wirklich Unbehagliche dahinter. Und da habe ich keine wirklich gute Lösung, weil ich glaube, eine gute Lösung dafür ist nicht so einfach. Aber was das Thema Falschmeldungen betrifft, glaube ich, ist immer sehr wichtig zu unterscheiden. Ist es eine Meinung, der ich widerspreche, die wer anders haben kann, aber die ich nicht teilen muss? Oder ist es jetzt wirklich eine faktisch falsche Behauptung? Und ich glaube, in unserer Demokratie wäre es schon gut, wenn wenigstens diese falschen Behauptungen nicht so sichtbar werden, dass Menschen andere Meinungen haben, das gehört dazu. Und es gibt diesen schönen Satz, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber niemand hat das Recht auf eigene Fakten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Einzige, was ich mir bei der ganzen Debatte denke, auch wenn, man denkt sich so schnell, es ist alles so kompliziert und ich weiß nicht, wo soll ich hier, was stimmt noch, was stimmt nicht. Ganz einfach, bei jeder einzelnen Behauptung ist es jetzt eine Meinung oder ist es eine Faktenbehauptung. Und wenn es eine falsche Behauptung ist, wenn etwas Falsches erfunden wird, dann ist das nicht okay. Also ich glaube, wir brauchen diese Mindestlinie im demokratischen Diskurs, dass zwar jemand eine andere Meinung haben kann, aber auf die Fakten müssen wir uns noch einigen können. C'est une très belle conclusion, j'ai rien à rajouter. Merci de votre attention. Désolée, j'ai pas fait attention à l'heure, mais c'était passionnant. Donc voilà. En tout cas, merci de votre présence et bonne soirée.